touch. L'enjeu du XXIe siècle est donc énergétique et écologique. Pour cela, il va falloir rassembler un maximum d'énergie, de volonté et d'intelligence afin de préparer cette transition le plus tôt possible et révéler toutes les opportunités. Il faut avant tout anticiper et non subir, puisque l'inaction nous promet finalement des drames et des souffrances plus dures que les efforts que nous aurons à concilier aujourd'hui. Alors les villes doivent se redessiner, notre consommation alimentaire doit évoluer, notre univers matériel devrait se restreindre, nos transports se limiter. Moins associés dans l'inconscient collectif aux enjeux environnementaux que d'autres secteurs, la culture, le divertissement et les créations de contenu ont pourtant leur rôle à jouer et à plusieurs titres. Tout d'abord en tant que responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Les ICC représentent un réseau d'équipements particulièrement dense en France. Ce serait la 3e cause de mobilité dans notre pays et la moitié de la bande passante, avec une montée en puissance encore plus intense après la crise sanitaire. Donc la culture n'est pas qu'immatérielle. Cependant, il existe très peu d'études d'impact spécifiquement dédiées aux industries de la culture créative et de la culture, surtout dans un secteur par définition très hétérogène. Ça, c'était pour le premier rôle que les ICC ont à jouer. L'autre rôle essentiel que peuvent jouer les ICC dans le changement climatique, eh bien, c'est celui des tendances, des modes, du soft power que ces industries peuvent insuffler auprès du plus grand nombre, en véhiculant la vision d'un monde engagé par des valeurs, des idéaux et des projets communs pour une transformation de la société en faveur de l'environnement. La contrainte géologique du déclin des énergies fossiles ne doit pas être la seule dimension à nous inciter à l'action. Alors, il nous reste 3500 jours pour changer les choses et la French Touch prend sa part. De l'événementiel aux médias en passant par la mode, les ICC s'engagent et développent de nouveaux modèles. Néanmoins, quelles évolutions cela engendre et quels sont les nouveaux modèles qui se dégagent ? C'est ce que nous allons découvrir avec nos intervenants, avec à ma gauche Marie Sabot, qui est directrice associée de We Love Art Agency et du festival We Love Green. Antoine Régis, cofondateur et associé de Utopia, un fonds qui investit sur des marques émergentes et engagées. Et Jean-François Camilleri, président d'EcoStudio, premier studio européen dédié à la production et à la distribution d'œuvres socialement engagées. Alors tout d'abord, j'aimerais que l'on fasse connaissance avec vous trois, et que l'on découvre ensemble par un premier petit tour de table, qu'est-ce qui a un jour éveillé vos consciences ? À quand remonte cette prise de conscience autour des enjeux environnementaux et comment elle s'est manifestée chez vous ? Marie, on commence avec vous. Alors, c'est un petit peu compliqué de résumer ça assez rapidement parce que c'est souvent un cheminement en fait qui vient effectivement de sa famille, de l'endroit où on a grandi. Donc il y a un effet contextuel, il y a un héritage qu'on a envie de transmettre. Donc moi j'ai l'impression d'avoir grandi dans une famille qui était assez engagée dans des faits, à la fois socialement et puis aussi même dans un territoire. Donc du côté de ma mère par rapport à un engagement social très fort, et aussi du côté, je dirais, de ma famille qui était ancrée dans le territoire du vin, et donc une famille de viticulteurs, et en ayant vu à travers plusieurs années le changement, je dirais, de comment l'agriculture a pris un tournant, on va dire, très productiviste, et qui a amené des dommages très forts dans des territoires qui ont été touchés. Et ça m'a marqué puisque moi-même, du coup, j'ai pas pu suivre ce chemin, je dirais, et je me suis orientée vers la culture. Et puis aussi parce que j'ai grandi à côté d'une très grosse centrale nucléaire qui a eu un impact très fort sur mon territoire à tout niveau, à des niveaux sanitaires, à des niveaux sociaux, et puisque c'était la grande usine de mon territoire. Et voilà, donc je ne vais pas en détailler plus, mais voilà, tous ces schémas ont fait que ça a suivi mon chemin et je me suis dirigée vers la culture, et très rapidement, on a voulu, dans notre agence, et quand on a commencé à faire du plein air et qu'on a lancé le festival, voulu faire des événements les plus modernes possibles, et dans la mesure où on était des producteurs pas seulement indoor, c'est-à-dire on n'a fait que des événements qui étaient assez aboutis en termes d'écosystème de production, c'est-à-dire qu'on avait le choix sur tous nos moyens d'action, eh bien on a pu jouer sur chaque curseur de notre production. Et quand vous dites des événements les plus modernes possibles, finalement, la modernité, là, elle s'inscrivait dans un contexte
de défis climatiques et de faire attention à l'environnement. C'est comme ça qu'elle se traduisait pour vous, la modernité, à ce moment-là? La modernité, pour moi, et c'est la problématique du développement durable, c'est de se questionner sur tous les choix qu'on a en face de soi. C'est-à-dire, est-ce que c'est le guide de la bottom line qui fait son choix, c'est-à-dire toujours moins cher, toujours plus profitable. Donc, est-ce que la problématique de l'optimisation, de qu'est-ce qui est le plus efficace, où on traite les curseurs de l'efficacité? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est court terme? Est-ce que c'est moyen terme? Est-ce que c'est long terme? Donc ça, on le calcule avec son contexte, c'est-à-dire la salle qui nous accueille, le lieu qui nous accueille, la ville qui nous accueille et les gens qui vont travailler dessus. Et la modernité, c'est de savoir où est-ce qu'on pose ce critère de performance. Alors, on va détailler ensuite avec vous, bien sûr, comment vous vous engagez via We Love Green. Antoine, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus aussi sur votre parcours, début de parcours personnel et puis professionnel dans cet engagement? Je pense que la prise de conscience, elle a été d'abord personnelle, en effet, et je rejoins exactement ce qui a été dit. C'est très progressif, en tout cas de mon côté. Je pense qu'on commence à écouter des choses, lire, se documenter. Le milieu amical, en l'occurrence pour moi, a joué un rôle important. J'avais, on va dire, des lanceurs d'alerte, entre guillemets, dans mon cercle proche, que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils m'ont poussé à lire, à m'orienter vers un peu plus de curiosité et d'ouverture. Je pense aussi que les œuvres de fiction sont importantes parce qu'elles ont un rôle à jouer pour éclairer, donner envie de se projeter vers autre chose. Et puis des travaux de vulgarisateurs. On parlait de Jean Covici tout à l'heure avant de rentrer. C'est sûr que c'est important aussi, en tout cas pour un esprit cartésien rationnel comme moi, d'avoir une espèce de base scientifique pour essayer de comprendre, même si avec mes capacités, ce qui se trame et ce qui se joue. Ensuite, progressivement, je pense qu'on change un peu ses habitudes de vie, donc alimentaire, de transport, on commence à questionner tout ce qui se passe et ensuite dans sa vie personnelle. Et je pense qu'il y a un prolongement naturel qui est de se dire comment est-ce que j'aligne ma vie professionnelle avec la prise de conscience personnelle que j'ai faite sur ces enjeux-là et comment j'évite d'être stretché en grand écart en permanence entre ce que je vis au quotidien professionnellement et ce que je ressens quand je ferme la porte du bureau et que je rentre chez moi. Et alors, est-ce que c'est facile à faire justement ce lien entre la vie personnelle et puis la vie professionnelle? Non, c'est insuffler finalement une volonté de départ est compliqué alors. Je trouve que c'est un chemin. Ouais. Et j'ai l'impression d'être toujours en chemin là-dessus. Il faut aussi s'entourer de personnes qui sont d'accord pour prendre le même chemin que soi. Et je pense, en tout cas l'approche que moi j'ai eue, c'est aussi une approche de pragmatisme et de se dire ce qui est important, c'est aussi de progresser dans tout ce qu'on fait. On aura l'occasion de le détailler. Et voilà, plutôt qu'un idéalisme ou un absolu. Et c'est le sens d'ailleurs du mot utopia, qui est un peu le pendant réel de l'utopie, si on fait un tout petit peu d'étymologie grecque. Voilà. Et pour vous, Jean-François, quel a été le chemin? Je ne sais pas si les micros marchent. Oui, il marche? Ah bon, super. J'avais raison. Moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir toujours eu une envie de réfléchir à la protection de la nature. Enfin, j'ai un peu du mal à trouver un moment clé. J'ai toujours aimé la nature et donc, par définition, tout ce qui pouvait toucher à l'environnement et à sa protection. Et professionnellement, je le racontais tout à l'heure sur scène, j'ai eu la chance de me retrouver face à un projet qui était la Marche de l'Empereur, donc on est en 2003-2004, où je me suis vraiment dit au moment où... parce que moi je travaille dans le cinéma, j'étais à l'époque distributeur des films Disney en France, et ces producteurs qui viennent me voir et qui me proposent ce film-là, je me dis enfin quelque chose qui correspond à ce que j'ai au fond de moi depuis longtemps. Donc je serais plus capable de dater mon engagement professionnel sur le sujet, ou ce qui m'a permis professionnellement d'aller vers ces sujets-là, que personnel, où j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. Alors ça date de 2003-2004. Est-ce qu'à cette époque-là, vous avez le sentiment que c'était vraiment disruptif, ce genre de cinéma? C'était surtout pas du tout... Enfin, c'était très très peu un sujet, en vrai. Il y a 15 ans, 16 ans. Ouais, il y a pratiquement 18, c'était il y a 18 ans, donc c'était pas un sujet qui était dans l'actualité au jour le jour. C'était pas quelque chose dont on parlait en permanence comme on en parle en permanence aujourd'hui.
Donc, et d'ailleurs, c'était pas, il n'y avait pas ce côté négatif. Il y avait plutôt l'envie de montrer les merveilles du monde, la beauté du monde, et se dire, en montrant la beauté du monde, on va donner aux gens le cadeau, parce que des endroits où on ne peut pas forcément voyager, où on peut, pour la plupart du temps d'ailleurs, pas du tout voyager, on va leur montrer comme c'est beau, et à partir de là, peut-être déclencher quelque chose en eux. Donc c'était vraiment ça la démarche. Et puis au fur et à mesure, c'est des films, parce que donc ça fait maintenant 18 ans, qui sont devenus dénonciateurs de quelque chose ou un petit peu plus catastrophiques. Et on était moins sur regarder comme c'est beau, mais regarder comme c'est beau et comme c'est fragile. Alors, vous parliez, Antoine, tout à l'heure de comprendre finalement ce qui se passe, avoir des connaissances sur les enjeux environnementaux. Est-ce que vous avez le sentiment que les ICC étaient justement assez enclines à avoir ce type de connaissances-là, ou est-ce qu'on partait un petit peu de loin dans toutes les industries créatives et culturelles en termes de connaissances des enjeux environnementaux? Alors moi, je pense qu'on part de super loin. Pour les ICC? Pour les industries culturelles et créatives. Oui. Je pense qu'en général, alors après, je ne vais pas forcément parler de toutes, mais moi, pour ce qui concerne le cinéma et les industries audiovisuelles, on part de très très loin. Parce que, mais même encore aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui encore, alors. Ah oui, aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique, qui est quand on produit quelque chose, est-ce qu'on le fait de manière responsable ou pas? Et puis, il y a les sujets. Donc il y a le fond et la forme d'une certaine manière. Sur la forme, les tournages responsables, c'est devenu quelque chose de relativement régulier depuis maintenant 2-3 ans, grâce notamment à une super société qui s'appelle Sequoia et qui aide les productions à être responsables. Et ça consiste en quoi alors, une production responsable? C'est analyser l'empreinte carbone d'un tournage. Qui peut être importante, parce que s'il y a une équipe qui doit prendre l'avion pour aller dans un endroit éloigné de la planète pour faire des images, ça contribue à une empreinte carbone négative importante. Ça peut être la manière dont on consomme l'électricité, le travail de la régie en général, la manière dont l'équipe des jeunes dîne. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses. C'est pas uniquement les petits gobelets en plastique à la cafétéria. C'est un ensemble de choses. Mais ça, franchement, il y a 5 ans, personne ne s'en souciait. C'est vraiment très récent, alors. Aujourd'hui, quelques films vont dans cette direction parce qu'il y a eu beaucoup de travail de la part du CNC, il y a eu beaucoup de travail de la part du ministère, et puis il y a ces sociétés, et notamment Sequoia, qui sont venues sur ce créneau-là, mais ça reste encore relativement restreint. Et après, sur le fond et sur les sujets, les problèmes environnementaux ont généralement beaucoup plus donné lieu à des dystopies. Il va y avoir un tsunami et ça devient un film catastrophe, pour la faire courte, que à des vraies réflexions sur ces sujets-là. Quand on pense qu'il y a 700 films qui sortent en France par an, franchement, il y a 10 ans, s'il y avait 5 films qui parlaient de ces sujets-là, c'était le maximum. Alors aujourd'hui, il y en a peut-être un petit peu plus. Mais voilà, et puis après, le cinéma n'est pas là pour ne parler que de ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est pour ça que je pense qu'on vient, en tout cas dans le cinéma, de très très loin. Est-ce que vous partagez, Marie, ce sentiment aussi qu'au sein des ICC, on a un peu de retard peut-être par rapport aux enjeux environnementaux? Oui, on a beaucoup de retard et on le voit dans tous les secteurs, je dirais, de la production. Donc, parce que là, on parle à la fois du fond et de la forme. Donc, le fond, c'est comment on produit les choses, comment en gros on structure pour être le plus moderne dans la façon de le faire. Et puis après, qu'est-ce qu'on raconte? Quel est notre propos? Et vous parliez de la place de la fiction. C'est qui les super-héros de maintenant? Il faut quand même se poser cette question, c'est vers où on projette l'imaginaire collectif de cette génération qui arrive. C'est qui, pour nous, effectivement, les modèles, ceux qui ont envie de nous porter, vers où on a envie de se projeter. Et la fiction, évidemment, maintenant, en plus, je pense que la fiction à tout endroit, que ce soit la musique,
parce que écrire un texte, même d'un rappeur, c'est de la fiction, c'est raconter des choses, c'est de pouvoir implémenter un imaginaire collectif. Donc là-dessus, se questionnent et tous les auteurs se positionnent de cette manière-là. Je veux dire, l'album d'Orelsan qui est en train de sortir en ce moment en est la preuve, voilà, qu'on peut. Je suis pas. Dites-en moi plus sur Orelsan là. Orelsan vient de sortir un album. C'est nous un artiste qu'on a fait déjà 2 fois, et voilà, c'est un rappeur qui arrive à parler à une génération qui a besoin de se projeter et qui glisse de manière extrêmement intelligente, extrêmement fine, et parfois extrêmement aussi dans tous ses textes, dans tous ses morceaux, un imaginaire collectif qui parle à toute une génération et qui va mettre des petits éléments de questionnement dont il arrive à faire passer ce message sans forcément avoir un discours ou catastrophique ou de donneur de leçons, quoi. Donc et dans la fiction, on a fait un plateau il y a sur notre scène de conférence il y a 2 ans où on parlait spécifiquement de ça. Évidemment, Cyril Dion était là, il y avait toute l'équipe de Canal+, des éclaireurs et de la série fiction. Donc voilà, comment on va, dans l'inconscient collectif, arriver à pouvoir amener que la fiction et pas seulement le documentaire, comment les auteurs vont écrire le monde de demain, parce qu'effectivement, ça part de là. Oui. Bon, alors moi, je suis plus Julien Doré que Orelsan, mais il fait aussi ce travail-là, finalement. Avec complètement. Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup de monde devant, dans cette jeune génération qui écoute et qui justement a besoin d'avoir un imaginaire collectif qui les porte. Alors c'est ce que je disais en introduction finalement, c'est qu'aujourd'hui la culture, les ICC ont ce rôle de mode, de tendance et de soft power, de venir mettre une petite graine dans la tête de chacun pour ensuite inciter à... Si on reprend vos parcours professionnels, est-ce que vous, une fois que vous avez eu donc cette démarche personnelle, est-ce qu'il a été assez facile, vous disiez tout à l'heure Antoine, s'entourer des bonnes personnes. Donc ça, j'imagine aussi, c'est un moment se confronter à ses partenaires, à ses collaborateurs. Est-ce que c'est facile d'insuffler aussi cette volonté personnelle au départ ? Je ne vais pas avoir des propos généraux, mais je peux en tout cas témoigner de la façon dont on l'a vécu chez Utopia. Je pense qu'au début de l'histoire d'Utopia, nous, notre vision et ce qu'on fait, c'était investir dans des marques émergentes. Voilà. Et puis progressivement, en fait, on a tous cheminé de façon individuelle. Chacun, je pense, a des rythmes différents, avec des sensibilités différentes. Certaines ont des problématiques plutôt sociales, d'autres des problématiques plutôt environnementales. Chacun, on va dire, avait un peu son cheval de bataille, mais en fait, on progressait tous dans la même direction. Et ce à quoi on a assez logiquement abouti, c'est se dire, en fait, on ne veut pas simplement investir dans des marques émergentes, mais on veut soutenir des marques émergentes et engagées. Donc, c'est ce petit mot qui est important. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que nous, on est 4 associés. Et donc, en effet, on a besoin de trouver le consensus, le point d'équilibre qui va permettre d'avancer. Je pense qu'on avance, on va plus loin quand on est plusieurs. Donc, et on a choisi, je pense, de trouver le barycentre de nos sensibilités. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, chacun contribue pour faire évoluer ce curseur un petit peu plus loin. Donc, je pense que ça passe par des formations, des lectures, des initiatives collectives. Donc je peux citer un exemple, mais que nous, on a fait collectivement et qu'on a aussi fait avec l'ensemble des entrepreneurs qu'on finance aujourd'hui, qui est un exercice que certains d'entre vous ont probablement déjà fait, qui est une fresque du climat, qui est un exercice génial d'appropriation des enjeux. Et je pense que c'est vraiment la première brique, en fait. C'est se rendre compte de l'enjeu. Il y a un véritable enjeu d'éducation. Et quand à la question où en sont les ICC aujourd'hui, je pense que globalement, pas juste les ICC, on est très loin. Il y a vraiment... je pense qu'on a une prise de conscience qui est assez floue encore de l'ampleur du défi qui est devant nous et repasser par ce genre d'exercice qui est très pédagogique, en fait, qui est simplement une chaîne de causalité et qui explique ce qu'il se passe. C'est hyper important. C'est la première étape. Alors après, il y a un peu un moment de vertige où on se dit je rentre chez moi, je me mets sous ma couette, sous mon oreiller et je sors plus de chez moi. Ou bien alors... je me mets en action, et de quelle façon je me mets en action. Donc c'est cet exercice-là qu'on a essayé de faire, en tout cas avec mes associés. Marie, vous avez réussi facilement à emporter avec vous les gens avec qui vous travaillez, ou est-ce que vous avez justement choisi des gens qui avaient la même sensibilité que vous pour vous entourer ?
Comment on insuffle nous, cette énergie? on a une croissance assez, équilibrée. Le festival a maintenant plus de 10 ans. Ça faisait déjà 10 ans qu'on avait une agence de production de spectacles et d'événementiel. Et où on avait une partie grand public et une partie qui était destinée ou aux institutions ou aux marques. Donc, on faisait de l'événementiel privé et une partie grand public. Donc, évidemment, sur la partie grand public, on faisait des événements tant à la Grand'Alle de la Villette qu'au Grand Palais ou au Carrousel du Louvre, mais on produisait intégralement. Donc, c'est là où je vous dis qu'on avait vraiment déjà de la direction technique, la communication. On avait déjà questionné les problématiques des déchets, de la consigne, de l'électricité, de la billetterie dématérialisée. Mais là, on parle de avant 2010. Hein, donc, c'est vraiment des moments où déjà on a questionné les lieux. Et puis après, nous, le festival est monté en puissance et on a embauché beaucoup de monde. Et beaucoup de gens qui, finalement, travaillent, comme dans le spectacle, pour beaucoup d'entreprises. Donc, on est un monde c'est très mouvant, où on a affaire à beaucoup de freelance, beaucoup d'intermittents du spectacle, et des gens qui sont souvent hautement qualifiés, qui ont l'habitude de faire des gros projets, et qui sont du coup une courroie de transmission. Donc, c'est des gens qui sont arrivés chez nous. Après, on a été sollicités par parfois des très beaux profils qui nous ont dit « Moi, je veux venir travailler chez vous. Pourtant, je suis DIRTEC de La Nuit Blanche, de tel projet, et j'ai envie de voir ce que c'est de me frotter à ce projet-là. » Donc, on a fait rentrer des équipes et on a mélangé des corps de métier assez divers, et ça continue. On a des gens qui arrivent parce que voilà, beaucoup de gens sont en quête de sens, on le sait, encore plus maintenant. Donc, on a des profils qui arrivent chez nous assez curieux. Donc, qui viennent s'imprégner de quelque chose chez vous. Qui viennent s'imprégner. Et je sais que du coup, ces gens-là, en arrivant chez nous et en immersion pendant 6 mois dans un projet, et puis après pendant 5 semaines dans un festival en production, quand ils vont partir avec quelque chose. Donc, on fait une formation qui est à la fois aussi un peu dans un maillon global de la culture. Et puis, on a eu ensuite, nous, des formations globales. C'est-à-dire qu'en 2012, on a eu notre premier award européen et on est rentré dans le cercle des festivals européens. Donc un award, c'est un audit, c'est, on va dire, on est attesté quand on vient sur le festival, ils regardent toutes nos factures, ils voient où sont nos prestataires, où on vient, comment on va. Et puis après, on a pu rentrer dans ce créneau des festivals européens qui font des choses parfois dingues. On est encore très loin, mais c'est aussi des gens qui ont acheté leur terre, qui ont fait un système d'irrigation, qui ont un travail de jachère sur leur lieu. Enfin, des choses qui vont très très loin, voire un énorme festival au Danemark qui s'appelle Roskilde, qui a fait une centrale d'achat de leur... mais c'est un festival qui, du coup, a un énorme impact, puisqu'il accueille 100 000 personnes par jour, mais aussi qui, par exemple, fait un travail d'achat de ses matières premières au mois de septembre pour un festival qui a lieu en juin, ce qui fait qu'il a un impact sur son territoire, puisque les exploitants agricoles de son territoire vont produire avec leurs guidelines et leurs chartes, et donc il va avoir un impact même sur l'agriculteur qui est à côté de chez soi. Donc, c'est un chaînon, un schéma qui est très long et où nous, on a appris à voir comment gérer des festivals, voire même des festivals qui se sont alliés sur un territoire pour avoir un impact sur leur ville, sur leur région, sur leur territoire. Et ça a été important parce que la problématique, c'est pas un festival, c'est le fait que nous, on aura un impact quand, par exemple, on sera 5 gros festivals franciliens qui pourront avoir une charte qui sera liée. Par exemple, moi, je fais partie du comité du syndicat des producteurs de spectacles au niveau festival. Je fais partie du bureau. Puis maintenant, je suis auprès du ministère de la Culture et du CNM pour travailler la charte festival. Et là, maintenant, ça y est, va arriver en 2023. Alors, pas l'obligation, la possibilité de rentrer dans un système de financement quand on démarre par une étude d'impact, un bilan carbone, juste savoir où on en est. Qu'est-ce qu'on fait, où on est. Donc, on y est. 10 ans plus tard, on arrive avec un processus et là, on va engager les professionnels. Les professionnels vont devoir eux-mêmes se mettre en face de ces besoins qui vont être mis en place dans tout le milieu de la musique. Donc, on est un charnière et on le voit véritablement. Vous avez été prescripteur aussi, alors? Je pense. Oui. Jean-François, vous, donc, Eco-Studio, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus justement de la dimension de votre studio de production et ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez impacter aujourd'hui à travers vos productions? Le principe d'Eco-Studio, c'est de produire des contenus quels qu'ils soient. Ça peut être des séries, ça peut être des longs métrages, ça peut être des films unitaires, du documentaire ou de la fiction qui racontent une histoire, offre un récit sur un grand sujet de société, un grand sujet de ce siècle,
Alors l'environnement, bien sûr, mais ça peut être aussi les droits de l'homme, ou ça peut être l'accès à l'éducation. Et à partir de là, faire le meilleur film possible, ou la meilleure série possible, ou le meilleur documentaire possible, unitaire, pour sensibiliser le grand public à ce sujet-là. Ça, c'est le premier point. Et se dire que si on a réussi à sensibiliser ne serait-ce qu'une seule personne au sujet qu'on touche, on va faire en sorte de lui donner les outils pour que lui puisse passer à l'action s'il en a envie. Quel genre d'outils alors on peut Alors lui ça donner? peut être le flécher vers une ONG, ça peut être lui donner des informations supplémentaires sur le sujet, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus dans un film, ça serait trop... Enfin voilà, c'est pas non plus des films qui sont là pour donner toutes les informations sur un sujet. Ça peut être lui demander de faire partie d'un mouvement, d'une pétition, de travailler avec, enfin d'aller sur KissKissBankBank si on fait des crowdfunding, mais de faire en sorte que s'il a envie de donner du temps, donner de l'argent, donner des idées, il puisse le faire. Donc on travaille avec des ONG, avec des institutions, avec des fondations, et faire en sorte que le film puisse faire avancer la cause. Il y a un exemple assez intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif. Il y a un film de Rachid Bouchareb qui s'appelait Indigène. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et qui parlait notamment de ces combattants nord-africains qui étaient venus faire la guerre en France. Et grâce à ce film, donc à l'époque c'était Jacques Chirac qui était président de la République et Dominique de Villepin Premier ministre, ils ont vu le film en séance privée, et à partir de ce film et grâce à ce film, ils ont décidé de résoudre un problème grave qui existait depuis des décennies, qui était le fait que ces harkis n'avaient pas accès à la retraite, au montant de la retraite. Et donc ce film aura servi à ça, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Il aura fallu un film 50 ans plus tard pour que une vraie inégalité sociale puisse être résolue. Et je donne cet exemple parce que quand je dis qu'il est contre-intuitif, quand on pense à cinéma d'impact, on pense à documentaire, on pense à un documentaire qui est fait avec une ONG ou pour une ONG. Eh ben non, pas forcément. Quand on regarde Hors norme de Nakache et Toledano, ou quand on regarde Au nom de la terre d'Édouard Bergeon avec Guillaume Canet dans le rôle de l'agriculteur qui va se suicider au final, eh ben on a un récit tellement fort, porté par des gens qui sont aimés par le public, connus par le public, que ça permet de sensibiliser beaucoup plus que si c'était sous une autre forme. Donc, ce qui est intéressant avec le cinéma d'impact, c'est que on peut vraiment, en fonction du sujet, soit c'est du doc, soit c'est de la fiction, soit c'est du cinéma, soit c'est de la télé. Il faut choisir ce qu'on pense être le meilleur format, le meilleur genre et le meilleur diffuseur pour faire passer l'information. Mais on aurait pu penser que pour le sujet que touche Au nom de la terre, un documentaire aurait pu être très très fort sur le sujet. Et un documentaire à 20h30 sur France 2 aurait pu apporter beaucoup. Et en fait, non, là en l'occurrence, c'est un film de fiction qui est allé chercher 2 millions d'entrées sur un sujet aussi dur, qui a permis d'ouvrir les yeux à 2 millions de personnes et peut-être plus, parce qu'après il va passer en télévision, il va avoir une vie qui va faire qu'au final, c'est un film qui aura sans aucun doute été vu par au moins 5 ou 6 millions de Français sur un sujet absolument crucial. Un documentaire, et il se trouve que 6 mois plus tard, un documentaire est sorti sur le même sujet, il a fait 10 000 entrées en salle ou 20 000 entrées en salle, parce que c'est un petit peu plus aride, c'est un petit peu plus... Donc le choix du format est essentiel. Ouais, et le choix du format est essentiel, mais c'est pas forcément toujours le même format qui marchera. Ça dépendra vraiment du sujet, de qui le porte. Si Guillaume Canet n'avait pas fait ce rôle, mais qu'il avait été fait par un acteur inconnu, peut-être que le film n'aurait pas aussi bien marché.
Si hors norme n'avait pas été réalisé par Nakache et Toledano, peut-être qu'il n'aurait pas aussi bien marché. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qui jouent. Alors, vous parliez du choix des diffuseurs, mais les diffuseurs vont aussi vous choisir. Est-ce que les diffuseurs aujourd'hui sont prêts à acheter du cinéma d'impact, à acheter des productions telles que vous les faites? Parce qu'après, ce sont eux finalement qui Non, bien sûr. proposent Alors, au grand public. Alors, il y a plusieurs formes de diffuseurs. Il y a d'abord les salles de cinéma. Donc, les salles de cinéma vont prendre hors norme parce que c'est Nakache et Toledano, mais pas parce que c'est le sujet. Ils vont prendre Au nom de la terre parce que c'est Guillaume Canet, mais pas parce que c'est le sujet. Et ils vont avoir plus de mal à prendre un documentaire. Parce qu'on sait que le documentaire, malheureusement, a du mal en salle. Après, sur les diffuseurs, sur les écrans, vous avez les chaînes de télévision, où là, les grandes chaînes hertziennes qui doivent faire de l'audience parce que c'est leur modèle économique, auront beaucoup plus de mal à aller sur ces sujets-là. Oui, parce que malheureusement, on voit aussi qu'à chaque fois, les audiences, elles sont jamais au rendez-vous. Elles sont rarement au rendez-vous. Rarement au rendez-vous. Après, France Télévisions, parce que France Télévisions a ce rôle, sera plus enclin à aller chercher des films comme cela. Et puis, il y a la grande question des plateformes. Des plateformes. Et voilà, et sur Netflix, vous trouvez des docs d'impact très très forts. Ils sont rarement français, ils sont plutôt américains, mais ils existent. Sur Amazon un peu moins. Sur Disney+, il faut aller plutôt chercher du côté de Nat Geo, enfin National Geographic. Mais voilà, après, on a la chance, en tant que spectateur et en tant que producteur, de vivre dans un monde qui a besoin de, à mon avis, 30 fois plus de contenu qu'il y a 10 ans. 30 fois plus, pas 3 fois plus. 30 fois plus. Si vous additionnez le nombre de milliards de dollars dépensés dans la production de contenu aujourd'hui et que vous le comparez à 2012, on va dire 2011 pour faire 10 ans, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Parce que voilà, Netflix dépense 20 milliards par an, Disney+, à mon avis, à peu près la même chose, Amazon, quelque chose qui... Enfin, peut-être 10 ou 15, je ne sais pas. Donc déjà, ces trois qui dépensaient pas forcément, enfin rien du tout pour Netflix et Amazon, et Disney beaucoup moins, dépensent déjà 50 milliards. C'est hallucinant. Donc il y a de plus en plus de contenu. Donc dans ce contenu, il y a du contenu d'impact. Après, c'est au spectateur de faire son chemin, au téléspectateur de faire son chemin pour aller chercher sur Canal, sur Arte, sur France 3, sur France 5, sur Netflix, sur Disney+, sur Salto, sur Brutix, qui fait un super boulot, en fonction de ce dont il a envie de consommer, entre guillemets. Antoine, est-ce que vous pouvez nous parler, vous, justement des marques que vous allez soutenir via le fonds d'investissement Utopia? Comment vous les choisissez et comment vous vous assurez de leur engagement, justement, pour des enjeux environnementaux? En fait, nous, il y a deux niveaux auxquels on peut agir. Il y a un premier niveau qui est simplement de se dire, nous, en tant que société d'investissement, déjà, comment est-ce qu'on fait pour... on va dire, influencer notre environnement. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être assez exemplaire sur ces sujets-là et d'aller voir nos pairs et de leur dire, d'ailleurs, on ne va pas les voir, on essaie juste de communiquer autour de ce qu'on fait et on espère créer un engouement. Donc on est notamment Bicorp en tant que société de gestion, on est une entreprise à mission, donc on a défini notre mission qu'on a inclus dans nos statuts. Donc c'est une des premières choses qu'on fait, on va dire, au sein de notre petit environnement. Et puis ensuite, notre deuxième volet d'impact, c'est évidemment en effet les sociétés dans lesquelles on investit, donc pour répondre plus précisément. Et je pense que là, on essaie de faire deux choses. Enfin, il y a un peu les deux extrêmes d'un spectre. C'est soit on se dit on investit dans des sociétés qui sont, on va dire, impact native ou qui ont déjà un peu tout compris et qui sont assez matures sur ce sujet et où chaque euro de chiffre d'affaires va être quelque chose qui contribue à soit réduire globalement, être une solution, on va dire, soit aux défis environnementaux, sociaux, etc. Vous avez des exemples à nous donner ? Oui, alors donc dans ces sociétés-là, on a une société qui s'appelle, alors on n'est pas vraiment dans l'univers des ICC, mais je vous en donnais aussi d'autres. On a une société qui s'appelle Murphy, qui est un service de réparation d'électroménager et de vente
machines, à lave-linge, etc., reconditionnées. Bon, bah là, à chaque fois qu'on dépense 1 euro, c'est une machine qui ne termine pas à la poubelle, sachant qu'on a 28 millions de machines qui sont jetées chaque année et seulement 5 millions qui sont réparées. Donc il y a quand même un gros enjeu sur ce sujet. Et dans des univers qui sont un peu plus proches de ceux qui nous rassemblent aujourd'hui, on a investi dans une société de mobilier qui s'appelle Tipto, qui fait donc du design et du mobilier durable, bien conçu, et aussi bien dessiné, on va dire. Et eux, leur approche, c'est d'utiliser des matières soit recyclées, soit recyclables à l'infini, donc du plastique recyclé, du bois, de l'acier, et aussi de penser la fin de vie du produit et avec un problème de circularité, par exemple. Donc ça, on est à milieu d'IKEA et de l'armoire Pax qu'on n'arrive pas à démonter, qui va se casser de toute façon et qui finira sur le trottoir. Donc on a ces modèles-là, on va dire, un peu de best in class. Et puis on a des sociétés qui sont un peu moins matures. Et là, le rôle qu'on a, c'est de leur demander de prendre des engagements et de leur dire on va vous aider sur ces sujets-là, mais par contre, si on investit dans votre société, il y a une série d'engagements qu'il faut prendre. Donc la première chose qu'on leur demande de faire, c'est un bilan carbone au moment de notre investissement. On fait réaliser un audit ESG, donc environnemental, social et de gouvernance, avant notre investissement, qui permet en fait d'identifier les grands enjeux de la société et de se dire sur quelle dimension il faut surtout prendre des engagements. Et ensuite, on définit avec eux une roadmap, donc un plan d'action sur les années de notre investissement pour s'attaquer à ces problèmes. Et donc un exemple que je peux citer dans notre univers, c'est une société qui s'appelle Yellow Pop qui fait la décoration murale, donc c'est des néons personnalisables. Qui donnent à la fois des supports à des artistes pour exprimer leur personnalité, mais aussi aux particuliers pour être créatifs dans leur décoration d'intérieur. C'est une société où les enjeux clairement identifiés, c'est le lot de production. Donc aujourd'hui, ce sont des néons qui sont produits en Chine et qui sont shippés en France et aux États-Unis. Donc il y a 50% de l'impact de cette société, c'est le transport. Donc on a déjà, dans notre plan, typiquement, il y a un sujet de relocalisation du lot de production en Europe et aux États-Unis. Il y a un travail sur la fin de vie, parce qu'en fait c'est un produit qui a une durée de vie quasiment infinie, et donc quand on en a marre de son néon sur son mur, on peut créer un site de vente en seconde main. Et donc c'est des réflexions en fait sur lesquelles on les accompagne, au même titre que on le ferait sur des sujets de positionnement de marque, de stratégie de financement, de recrutement, etc. Et on en fait le même sujet de discussion, on va dire, que les autres. Donc voilà. Et on s'autorise ce grand écart entre guillemets, en se disant aussi que la richesse de ce qu'on construit, c'est on va dire une communauté d'entreprises dans lesquelles on investit, et que les meilleurs de la classe, même, on va dire, j'aime pas utiliser ce terme, on va dire les plus mûrs, peuvent aussi aider ceux qui le sont un petit peu moins sur certaines dimensions. Et ça, en fait, c'est vrai. Il y a des gens qui sont très bons en marketing qui vont aider des gens qui sont moins bons. Il y a des gens qui sont très bons en impact qui vont aider ceux qui sont moins matures. Et c'est aussi ça qu'on essaie de créer au sein d'Utopia. Mm-hmm. Les échanges de bonnes pratiques, c'est ce dont vous parliez aussi tout à l'heure, finalement, Marie. Les échanges la façon dont vous êtes prescripteur pour d'autres festivals. Concrètement, vous, chez Wheel of Green, comment se passe justement cette dimension respect de l'environnement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce que vous faites au sein du festival? Oui, bien sûr. Donc, nous, on a eu une approche immédiatement d'essayer de se sentir comme un laboratoire. On savait de toute manière qu'on n'avait pas les moyens, quand on a démarré il y a 10 ans, de pouvoir avoir l'empreinte carbone la plus basse possible, parce qu'il n'y avait pas de solution technique qui s'offrait à nous. On envoyait en Angleterre, on envoyait en Europe aussi un petit peu, mais on savait qu'il y avait une marge de progression très importante, et puis comme aussi on est très en lien avec le territoire, c'est-à-dire que si notre territoire ne composte pas, on ne peut pas trouver des solutions immédiatement. Donc il faut qu'on investisse, il faut que nous-mêmes on trouve des filières, etc. Donc 10 ans plus tard, on en est où? On en est que l'année prochaine, on va tester 7 solutions énergétiques différentes. Donc on est vraiment, et on a par exemple les JO 2024, on discute avec le COJO maintenant depuis 4 ans environ. Ils sont venus, on est en échange et on monte des workshops, on était encore en discussion hier avec des groupes énergétiques de groupes électrogènes, qu'on va aller tester la semaine prochaine aux Pays-Bas. D'accord. Alors que c'est encore confiné, donc rien n'est simple dans ce nouveau monde. Mm-hmm. Mais on va tester deux nouveaux groupes. Un au méthanol vert et un à l'hydrogène
biosourcés. Donc, on va tester 5 types de solutions avec selon les jours, avec des plugs différents. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à éteindre tout le festival la nuit pour pouvoir basculer les consoles façades où il y a des presets techniques très lourds pour les mettre seulement sur des batteries de service qui ont été chargées au bout d'une semaine par une ferme solaire qu'on met en place sur un champ à côté et qui sont des containers qui se déploient en ferme solaire et qui maintenant ne sont utilisés que dans des zones d'urgence par l'armée, par des ONG, parce qu'ils vont aller sur une zone de conflit, parce qu'ils vont aller sur une zone de catastrophe climatique dans laquelle l'accès à avoir de l'essence est très compliqué, puisqu'il faut les transports, que c'est dangereux, etc., etc. Donc on se met en festival laboratoire pour faire en sorte d'avoir des datas, de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, pour pouvoir donner des solutions énergétiques à d'autres. Voilà. Notre plus grosse problématique, c'est de devenir, de monétiser votre savoir et parce que dans la culture, votre expertise. Il faut être dans la bienveillance, il faut pouvoir partager son savoir, etc. Souvent, quand on est une grosse société de conseil, on ne le voit pas comme ça. Donc, on n'est pas encore perçu comme une grosse société de conseil. Et puis, même nous, on n'est pas encore équipés pour avoir cette pédagogie, pour pouvoir... Parce qu'on reste une TPE, on reste une PME, on est très fragile, on a beaucoup souffert évidemment pendant la pandémie, et on n'est pas considéré comme une start-up. Et c'est bien pour ça que la French Touch est en train d'essayer de pouvoir nous positionner comme des événements et des entreprises à impact pour pouvoir nous aider à pouvoir devenir cette approche-là, de pouvoir mettre des solutions chez d'autres secteurs d'activité des industries créatives. Donc, nous, le sujet de l'énergie, il est majeur. Le sujet des déchets, il est majeur. On a 10 flux sur le festival. Et il est à de nombreux endroits. C'est-à-dire que quand un technicien arrive chez nous, la première chose qui arrive, c'est qu'effectivement, il a son badge. Sur son badge, il n'y a pas de plastique. Il y a une charte de 10. Il signe une charte en arrivant. On lui donne une gourde en même temps qu'on lui donne son toki. Il voit qu'il n'y a pas de bouteille d'eau sur le festival. On lui met la roadmap sur où est-ce qu'il y a des points d'eau. Enfin, je pourrais vraiment en parler très longtemps. On engage les artistes de la même manière. Enfin, on est forcément extrêmement régulé. On a des chartes de partout. Mais ces chartes-là, on essaie de les rendre ludiques. Par exemple, quand des artistes arrivent sur le festival, arrivent, on va dire virtuellement, quand le tourman arrive pour avoir les fiches techniques du festival, il lit la green policies de l'événement, il voit où il va arriver, que non, il ne va pas avoir ça dans ses loges, il va y avoir d'autres choses beaucoup plus intéressantes, qu'il n'y aura pas ce type de marque, mais qu'il y en aura d'autres. Donc, il est obligé de lire les 4 pages de la green policies pour savoir comment nous, on va recevoir les gens et ce qu'on leur demande sur leur plan de feu, comment on va les accueillir, comment on va économiser l'énergie, qu'est-ce qu'il va y avoir en termes d'accueil technique. Et il est obligé de dire « I agree » pour pouvoir accéder à la fiche technique du festival, recevoir la fiche technique, travailler son plan de feu, etc. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Les restaurateurs, c'est pareil. On fait des workshops sur les restaurateurs. On a 60 festivals, 60 restaurants. On les forme, on leur explique qu'on peut comprendre que dans leur restaurant, ils n'ont pas l'énergie, le courage de pouvoir changer complètement leur modèle parce que ça coûte de l'argent, ils ne savent pas où ils vont s'y retrouver. Et on va jusqu'à vérifier quels sont les abattoirs avec lesquels ils travaillent, on va dire, on voit toutes leurs factures, ils sont normés via Écotable, et puis on les forme pour pouvoir faire en sorte que ceux qui prennent le plus de risques sont les plus mis en avant sur le festival, c'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir la tête de gondole, pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne prennent pas trop de risques. Et puis on se dit qu'il y a un déclic qui va arriver quand ils vont retourner dans leur restaurant. Et puis aussi, on a très envie de pouvoir, cette année, être prêt pour pouvoir mettre le prix, combien ça coûte d'acheter ça, et avoir le prix carbone de ce qu'on achète, parce que, moi j'ai l'impression qu'il faut encore, je sais pas, 3 ans, 5 ans, c'est long, pour que quand on arrive dans un restaurant, on a le prix, et puis on a le prix carbone de ce qu'on va manger. C'est encore une fois de savoir qu'est-ce qu'on prend, est-ce qu'un jour on va avoir le poids carbone de son vêtement, est-ce qu'on va être obligatoire, ce genre de choses. Donc c'est un long chemin de savoir cette problématique, par exemple le traitement du compost, où nous on est vraiment très en retard sur la France. On a réussi, nous, à faire normer notre compost. Ça fait déjà 6 ans qu'on a des emballages compostables et compostés. Et donc, on a fait normer notre compost. Donc, on a testé plusieurs filières de centres de compostage. Et on a vu quelle était la bonne filière, quel était le bon centre de compostage, comment notre compost il était ou méthanisé, ou en tous les cas... on a reçu le directeur de développement durable de la ville de San Francisco, qui a expliqué comment la ville était passée sur cette poubelle noire
de compost, et comment nous à Paris on n'y arrive pas, et pourtant on est en lien avec la ville de Paris depuis 8 ans maintenant, et comment on n'arrive pas à faire en sorte que ça décolle véritablement, et parce que c'est un sujet, les biodéchets et les emballages compostables, pour qu'on puisse proposer ce service à tous les événements, à tous les festivals, pour pouvoir faire en sorte de normer ce genre de choses. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets. Oui, et vous, en détailler. fait, vous êtes vraiment à votre échelle, c'est comme une mini-ville, où vous faites. On est une ville. Hein. Vous êtes une ville. On est complètement hors sol. On arrive dans ce lieu, puis le lieu qui est le bois de Vincennes est charté, il doit 14 000 ans. Donc, autant vous dire que le directeur du bois de Vincennes, il est très dur, mais aussi on a un plan de circulation, on a un plan on commence à travailler sur le fluvial, on travaille sur des plateformes de livraison comme Fretlink ou Cocoli, qui font en sorte qu'on cherche à flécher, à savoir quand on va amener des matériaux qu'ils n'arrivent pas avec un camion vide, qui repartent avec un camion vide. Donc c'est un travail de logistique lourd. C'est un travail de préparation. Tout ce qui est développement durable, forcément, c'est l'anti-one-shot. C'est l'anti-dernier moment, c'est solution de la dernière minute. Donc, c'est quelque chose qui se planifie, qui s'organise dans un écosystème. Et est-ce que vous aussi, vous êtes parfois sollicité, Antoine et Jean-François, par rapport à vos compétences, votre connaissance en tant que fonds d'investissement des sociétés qui ont des sociétés à impact, par exemple, dans lesquelles vous investissez? Est-ce qu'on vient vous solliciter pour cette expertise maintenant que vous avez? Non, nous, on est dans un modèle un peu particulier, c'est-à-dire que on a des entrepreneurs et des entreprises qui viennent nous voir. Alors, je ne sais pas s'ils viennent nous voir pour avoir une expertise. En tout cas, ils viennent nous voir parce qu'ils ont le sentiment qu'on partage une vision de la consommation de demain avec eux. Donc on va dire que c'est une forme d'expertise, en fait. C'est un regard sur le monde et c'est la compréhension la vision partagée de la façon dont la consommation de demain doit fonctionner. Et donc ça, oui, il y a une forme d'expertise sur comment est-ce qu'on construit une marque engagée, comment est-ce qu'on la fait vivre, quels sont les enjeux, les enjeux qu'elle va rencontrer, on va dire, à tous les niveaux qu'elle soit. Et la dimension on va dire, environnementale est une des dimensions, mais ils viennent aussi nous voir pour les autres dimensions de faire émerger une jeune société, qui est un truc qui n'est pas facile globalement. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus aujourd'hui pour que les ICC s'engagent encore plus en faveur de l'environnement? Est-ce qu'il y a d'autres choses? On parlait tout à l'heure donc des modèles, on parlait de vous en tant que prescripteur, on parlait des leaders d'opinion, des têtes d'affiche, mais comment on peut enclencher encore plus une transition dans les ICC, à votre avis, vers les enjeux environnementaux pour l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose, à votre avis Moi, je voudrais juste revenir sur ce que disait Antoine tout à l'heure, sur la fresque du climat, qui est super intéressante, parce que c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, tapez fresque du climat sur le web et vous verrez ce que c'est. C'est un outil pédagogique super intéressant, ludique et passionnant. Donc il y a encore de la pédagogie à faire alors, finalement. Oui, on est au début. Énormément. C'est savoir comment la faire pour qu'elle soit percutante. Voilà. Et puis après, je pense que ça vient aussi des consommateurs, des spectateurs, des téléspectateurs qui doivent aussi... pour prendre l'exemple du cinéma, ou ça pourrait être l'exemple de n'importe quelle autre expression artistique, mais si personne ne va voir des documentaires, pour prendre cet exemple pour aller loin, des documentaires qui parlent d'environnement, il n'y aura plus de documentaires sur l'environnement qui sortiront en salle, et puis ça sera terminé. Et c'est pas forcément très grave, parce qu'il y a peut-être d'autres moyens de les voir. Mais au final, c'est toujours le consommateur qui a la réponse. C'est toujours le spectateur qui a la réponse. Si demain, la raison pour laquelle il n'y en a pas beaucoup sur TF1 et M6, c'est parce que ça ne fait pas beaucoup d'audience, comme vous le disiez tout à l'heure. Et que c'est plus simple sur Arte, c'est moins compliqué sur Canal, et c'est pas forcément un problème sur France 5. Mais si demain, un sujet ou un prime time sur TF1 fait 6 millions de téléspectateurs en parlant du défi climatique, il y en aura un dans 2 semaines, et puis il y en aura un autre dans 1 mois, et puis il y en aura 10 l'année prochaine. Mais s'il n'y a pas de téléspectateurs, ça ne marchera pas. Donc la question est toujours là. C'est pas
Enfin voilà, après il faut sans aucun doute qu'on apprenne, nous, producteurs, à parler le mieux possible, à inventer des nouveaux récits, à travailler avec les meilleurs, à faire en sorte que on passionne les gens. Le récit, ça c'est important. Oui, le récit. L'importance du récit. C'est pas mon métier. Après, beaucoup d'amis réals ou scénaristes, je vois le chemin de croix que c'est pour monter un film. Mais je pense à des films comme Blood Diamond, par exemple, avec DiCaprio, qui parlait des mines en Afrique et de l'extraction et tout un sujet politique autour. Voilà, ça peut être un thriller, un film d'aventure comme celui-ci, et on parle d'un sujet actuel qui est l'extraction dans une forêt c'est plus simple déforestée. Quand on a Leonardo DiCaprio. Voilà. Un peu Mais après, je veux dire, il y a des très grands acteurs français ça dans lesquels je pense qu'on a des headlines en France qui pourraient avoir des grands films d'aventure de ce type-là. Est-ce que le prochain héros, c'est celui qui va lutter contre les braconniers qui tuent des animaux sauvages? J'ai un film là-dessus, ça tombe bien. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est ça quand on parle. C'est qui le super-héros de demain? Alors, est-ce que justement, et on parle en tant que chanteur. Il y a un film qui sort bientôt, dans lequel on n'est pas, donc j'en parle d'autant plus facilement, qui s'appelle Goliath, avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch, qui est sur un sujet comme celui-ci, mais c'est Pierre Ninet et Gilles Lelouch, et sans aucun doute, grâce à ça, ça va attirer des spectateurs et ça permettra de mettre le sujet au milieu du village. Aujourd'hui, un de nos héros, c'est Thomas Pesquet. Est-ce que c'est bien que ce soit notre héros, celui qui part justement dans l'espace, au lieu peut-être de s'intéresser à des choses peut-être plus pragmatiques? Est-ce que c'est là l'avenir de notre humanité, c'est dans l'espace? Est-ce que c'est bien de l'héroïser à ce point-là? S'il regarde la Terre à partir de là-haut et qui nous explique que ce qu'il voit se dégrade et qui nous donne des solutions et qui permet de faire en sorte que le public prend conscience de ça, ouais, c'est bien, forcément. Je crois qu'il a été extrêmement intelligent sur la façon dont il a changé son rôle. Il a été le premier à pouvoir être un témoin. Et ces témoins, ils nous ont beaucoup aidés. Enfin, je parle au niveau civilisationnel, pas du tout. Donc, je pense qu'il a bien tenu son rôle. Là, nous, par exemple, on a une scène de conférence sur le festival depuis 2014. Donc, sur le côté du récit, on l'a testé. Voilà, c'est un format, c'est ce côté conférence qu'on voit émerger beaucoup en ce moment. Maintenant, carrément, on est passé dans des podcasts. Et cette scène-là grossit chaque année, mais dès le début, on recevait des gens comme Jean-Louis Etienne. Donc, on a essayé de positionner, parce que forcément, on a un festival, on accueille 40 000 personnes par jour. On a des gens qui savent où ils vont, mais qui viennent pour les artistes et qu'on essaye d'attraper qui vont trébucher sur cette scène-là. Oui. On essaie de la mettre vraiment entre deux grandes scènes. Vous me disiez en direction d'Aya Nakamura. À côté d'un et de le mettre effectivement entre Aya Nakamura et l'autre artiste. Il se tient sur le chemin, il va s'asseoir, il va regarder. On essaie vraiment de faire le parcours consommateur du festivalier, le parcours d'expérience, pour se dire, à ce moment-là, on va essayer de capter ce public-là qui n'est pas forcément celui... Enfin, vous parlez du déclic, c'est exactement ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas à convaincre des gens qui sont déjà convaincus, c'est pas notre mission. Nous, on est un festival très populaire, on essaie de faire des artistes très grand public, mais aussi des artistes très pointus, et des écrivains, des philosophes, des aventuriers, des patrons d'ONG, des militants, et de les faire jouer sur cette scène de conférence, de travailler le récit, et de mettre des virgules avec des tout petits formats comme les DataGull, qui sont des formats de data qui a été produits pour France Télévisions ou autre, pour rappeler des petits formats. Je ne dis pas qu'on est en train d'essayer de faire des plateaux télé, mais on va vers là. L'année prochaine, on est en train de travailler pour faire Click TV sur le format conférence et que Mouloud puisse inviter du monde autour, les héros et de pouvoir traiter aussi. On a fait venir des youtubeurs et tout le côté humour aussi, le stand-up, pour rythmer ces moments-là, pour parler avec toutes les formes de récits de ces sujets-là et de faire, échanger des gens très engagés, des gens qui arrivent d'ONG, avec des humoristes, et de pouvoir questionner et arriver par une forme de récit à accéder à des niveaux et envie d'aller plus loin. Donc c'est là où je dirais que les ICC ont leur rôle à jouer et où on a des nouveaux formats.
culturels à inventer, qui, à mon avis, vont être très pertinents très vite. Donc, je pense que toute la nouvelle génération de réals et d'acteurs vont être contents de pouvoir avoir des formats de séries, des formats de talk-show qui vont être disruptifs. Antoine ? J'allais dire, ça pour moi, ça répond à un enjeu en fait d'éducation et d'éveil des consciences, et c'est essentiel. Et d'ailleurs, cette éducation, c'est aussi les dirigeants des ICC qui doivent faire leur révolution et qui doivent se réinventer et se dire comment est-ce que mon business, en fait, c'est pas simplement pour la beauté du geste, c'est aussi parce que il faut construire un business qui sera résilient aux enjeux de demain. Et demain, il y a des business qui vont s'effondrer parce que simplement, ils ne tiennent pas la route avec des enjeux climatiques, des enjeux sociaux, des enjeux de gouvernance. Donc ça, je pense qu'il faut anticiper. Donc il y a vraiment cette révolution de l'éducation et des éveils de conscience à tous les niveaux. Donc c'est les dirigeants, c'est les consommateurs. Et ensuite, je pense que les marques ont aussi un double rôle à jouer. D'une part, de réinventer leur modèle et proposer des produits qui sont pensés d'une façon différente. Et elles ont aussi un rôle à jouer dans le récit. En fait, elles peuvent être acteurs d'un récit, les marques, et proposer quelque chose. C'est quand même, dans l'univers consumériste dans lequel on vit, il y a une forte identification du consommateur à la marque qu'il consomme. C'est vraiment des communautés. On est fiers d'arborer un certain nombre de choses. Et je pense que les marques peuvent évoluer de marques, on va dire, responsables il y a encore quelques années, à engagées, à activistes aussi. Et donc la différence entre une marque engagée et une marque activiste, c'est quoi ? C'est je fais les choses bien, je change moi les choses, et ou alors j'essaie aussi d'emmener les gens autour de moi, d'emmener mon industrie et de faire changer de façon plus massive le modèle de fonctionnement. Et alors nous, on a un prisme qui est forcément particulier parce qu'on voit surtout des marques émergentes, et donc c'est en général des gens qui sont plutôt à la pointe sur ces sujets-là. Donc on est optimiste et on regarde le futur avec l'envie et l'enthousiasme de voir ce mouvement s'accélérer. Merci. Il nous reste 2-3 minutes. On va peut-être essayer de prendre une ou deux questions dans la salle si jamais il y a quelqu'un qui souhaite interroger un de nos intervenants. Est-ce que... Ou non, sinon on arrive à la fin, il est 16h. De toute façon, on est dans les temps. Mais n'hésitez pas si vous avez une question à poser à... Oui. C'est une question pour Antoine. Est-ce que le système des social bonds, ça vous y croyez ou vous êtes dedans ? Donc, est-ce que dans le détail, du coup, les social bonds, avoir des objectifs environnementaux ou sociaux, ouais. Et de financer l'atteinte de ces objectifs, de financer l'atteinte d'objectifs. Ouais. Alors, donc deux choses par rapport à ça. Je pense que tous les instruments financiers qui permettent d'aligner globalement les intérêts parce que c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé parce que c'est pas forcément le forum, mais c'est sûr qu'il y a un enjeu d'aligner les intérêts des différentes personnes qui sont autour de la table, que ce soit les financeurs, des actionnaires, des entrepreneurs, des clients, etc. Oui, moi je pense que des instruments qui permettent de créer un alignement d'intérêts entre l'entrepreneur, l'actionnaire, le consommateur, la société, c'est des choses, évidemment, il faut les proposer. Nous, on le fait sur une partie de nos activités. On essaie de faire en sorte, on accepte de diminuer notre rendement, donc en échange d'atteindre un certain nombre d'indicateurs environnementaux en l'occurrence. Donc c'est des choses qu'on a envie de mettre en avant. Ensuite, il y a un petit peu un biais, c'est qu'on se dit, en faisant ça, disons qu'on aimerait bien de ne pas avoir besoin de faire ça pour encourager des entrepreneurs à poursuivre, on va dire, un bon chemin. Mais encore une fois, je disais au début, on est pragmatique. Si c'est un outil qui fonctionne et qui permet d'aller dans la bonne direction, on est tout à fait prêt à le faire. Il faut ensuite, dans la grande chaîne du financement, que les gens qui nous financent soient aussi capables d'accepter ce genre de choses, ce qui est le cas aujourd'hui. Moi, j'ai une dernière question pour vous, Marie. Est-ce que quand vous venez dans un événement comme celui-ci, vous arrivez à mettre de côté votre regard justement sur est-ce que c'est un environnement, un festival qui relève aussi les défis environnementaux ?
Est-ce que vous avez un regard critique quand vous arrivez dans un endroit comme ici? Non, moi j'ai pas un regard critique en fait. De toute manière, on n'a jamais voulu être dans la radicalité. On est sur la stratégie de progrès. C'est-à-dire que je pense qu'on pourra fonctionner si, nous, on est un événement qui est assez peu soutenu par les pouvoirs publics. On a 3,5% de subventions, donc ce qui est assez peu parce qu'on est la 3e génération de festival, parce que pour le moment l'argent n'est pas fléché vers ce genre de. Ça va bouger, ça bouge encore maintenant parce qu'il y a un gros travail qui se met en place. Mais du coup, on travaille avec beaucoup de partenaires privés, et on n'est pas en train de leur dire ce que vous faites, c'est pas bien. On est en train de dire vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à venir chez nous. Vous n'êtes pas prêts, votre stratégie, elle n'est pas claire. Vous ne pouvez pas venir lancer une collection capsule chez nous. Vous pouvez venir si vous avez une stratégie de progrès dans votre entreprise qui est lisible. Lisible pour nous, donc lisible pour le consommateur, donc lisible pour nous, nos festivaliers, qui vont se dire, tiens, cette marque, elle est en train de bouger, elle est en train de prendre son porte-avions et de faire anguler pour pouvoir embarquer son interne, son externe, ses financiers, son écosystème. Donc, on est toujours à l'écoute de vraiment... écouter, dialoguer sur ce projet-là. Donc, on a des grands partenaires qui ont un travail colossal devant eux, mais par contre, parfois, on a des partenaires qui sont là depuis très longtemps et qu'on a vu arriver. Je vais prendre des cas de banques qui, effectivement, sont passés en entreprise de mission, comme le Crédit Mutuel. On a des entreprises, des équipementiers qui ont changé complètement depuis 10 ans qu'on les connaît et qui ont lancé des lignes totales et aussi des approvisionnements. On les voit puisqu'on discute avec eux depuis très longtemps, et donc on a envie de les accompagner. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment la projection et d'écrire des plans comme on n'arrive pas à le faire dans les COP, justement, des plans vraiment très approchés et très lisibles pour nous, qui vont faire qu'on va pouvoir y aller. On ne peut pas embarquer, un changement si on n'a pas les grandes entreprises avec nous, c'est certain. Merci à tous les trois. On arrive à la fin de cette table ronde. En tout cas, vos témoignages permettent d'illustrer l'énergie et la volonté des industries culturelles et créatives dans ce défi qu'est le défi climatique. Et merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci beaucoup.